L'idée de ce colloque est née durant une réunion de la rédaction par rapport à la possibilité de publier un texte au moment de l'anniversaire de la Commune de Paris qui ne soit pas seulement une reconstruction historique. Un texte qui comprend des indications, qui donne des indications et inspirant les enseignements de la commune pour voir les liens qui peuvent être faits aujourd'hui. C'était de l'ordre naturel de penser tout de suite à la crise grecque de 2015. Ce qui s'est passé en Grèce, a été quelque chose de relevant pour la gauche et des événements que aussi bien Éric et Joseph ont eu l'occasion de connaître de près. On a donc relié quelques articles de Éric avec ceux de Joseph publiés dans les années passées sur les problématiques grecques, et on a trouvé une certaine affinité entre les deux. Et donc, l'élément de leur réflexion qui nous a intéressés était la problématique de comment un gouvernement qui veut être de rupture avec les pratiques préexistantes devrait faire. Un gouvernement, donc, qui va être confronté à ces institutions économiques et financières internationales comme la Troïka, qui, aujourd'hui plus que hier, possède des instruments normatifs très contraignants pour les gouvernements nationaux. Ce n'est pas par hasard qu'en Grèce, Syriza avait élaboré en 2014 un programme radical qui n'a pas tenu à la preuve des faits une fois arrivé au gouvernement. On se demande si on n'a pas qu'il n'y ait pas des erreurs qui ont été commises, d'une part pour ne pas être intervenu sur la question de manière forte, puissante sur la question des banques, en instituant un vrai contrôle sur le mouvement international des capitaux et sur leur exportation plus ou moins légale à l'étranger. De l'autre côté, on se peut se demander si on n'a pas pris des mesures sur la question de la dette et aussi de l'appartenance à l'euro et de ne pas avoir eu une position claire sur l'Union européenne. Il semblait presque que tout était délégué à une politique presque spectaculaire de ceux qui, forts de leur propre capacité académique, pensaient qu'il suffisait de mettre en évidence les contradictions et les limites et les erreurs sur le plan théorique des adversaires pour pouvoir élargir sa marge de manœuvre et donc négocier. Le jeu s'est montré assez stérile et la première question que nous allons poser est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez des choix de Tsipras de ne pas prendre immédiatement des mesures de contrôle sur le mouvement des capitaux et sur les banques, et de vouloir continuer à payer la dette en excluant la possibilité de défaut de paiement? Et d'autre part, y avait-il des convergences de vues entre Varoufakis et Tsipras? Je partage en fait
le point de vue qui vient d'être présenté, ça me paraît extrêmement important. Donc, effectivement, sur le plan des banques, du contrôle des mouvements de capitaux et de la dette, l'orientation concrète adoptée à la fois par Tsipras et par Varoufakis, qui était son ministre des Finances, pose un problème fondamental et explique, je dirais, largement ce qui s'est passé par la suite. En fait, le programme de 2014 de Syriza, appelé le programme de Thessalonique, parce qu'il a été présenté à la conférence économique qui a lieu chaque année. Il y a une foire économique qui a lieu chaque année à Thessalonique à la fin de l'été. Dans ce programme, il était mis très clairement que si Syriza venait au pouvoir, le gouvernement de Syriza prendrait le contrôle sur les banques. Et c'était en fait simple à réaliser parce que le gouvernement grec, par le biais d'un fonds de recapitalisation des banques mis en place avec l'intervention de la Troïka, le gouvernement grec, l'État grec, était l'actionnaire principal des 4 principales banques du pays qui contrôlaient 85% du marché bancaire grec. Le seul problème qu'il fallait résoudre, c'est que les actions détenues par l'État grec étaient des actions dites préférentielles, ne donnant pas droit au vote. Il fallait transformer par voie légale les actions dites préférentielles en actions ordinaires, c'est-à-dire des actions qui donnent droit au vote. Et donc, par un vote du Parlement grec, et Syriza, avec Anel et d'autres, avait de quoi, évidemment, avoir la majorité au Parlement, il était parfaitement possible de permettre à l'État grec d'exercer directement le pouvoir sur les banques grecques et de les réorganiser, restructurer, stabiliser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien sûr, le gouvernement, il était important qu'il exerce un contrôle sur les mouvements de capitaux. Et rappelons qu'on était en 2015, 2 ans plus tôt, l'Union européenne, l'Eurogroupe avait été d'accord que Chypre organise un contrôle sur les mouvements de capitaux. Donc, ce n'était même pas absolument extraordinaire à l'intérieur de la zone euro, puisqu'un pays membre de la zone euro avait eu recours. Un autre pays européen, non membre de l'Union européenne, y avait eu recours et continuait à avoir recours, c'était l'Islande, et ça depuis 2008. Donc ça sur le contrôle des mouvements de capitaux. Et troisièmement, la dette. Là, sur la dette, le gouvernement grec devait, au cours des 6 premiers mois de son existence, rembourser plus de 6 milliards au Fonds monétaire international. Et il était clairement facile de prouver que le Fonds monétaire international était coupable, était fautif dans la gestion de la dette grecque depuis son intervention en 2010 comme membre de la Troïka. Et donc, il aurait été parfaitement possible pour le gouvernement de Tsipras de dire « Nous suspendons les paiements que nous devons faire au Fonds monétaire international et en appliquant un règlement de l'Union européenne qui a été adopté en mai 2013, nous organisons un audit de la dette. Parce qu'il y a un règlement de l'Union européenne adopté par le Parlement européen qui dit la chose suivante. Les pays qui sont sous assistance financière, c'était le cas de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande et de Chypre, ont l'obligation
de réaliser un audit de leurs dettes afin de déterminer s'il y a eu des irrégularités dans l'accumulation d'une dette devenue insoutenable. C'est le texte même du règlement européen qui n'a jamais été appliqué, mais le gouvernement de Tsipras aurait pu dire « nous l'appliquons » et nous associons les citoyens à cet audit. Et donc, sur ces 3 points, je pense que le gouvernement de Tsipras et le ministre des Finances Varoufakis avaient des arguments extrêmement puissants pour affronter la situation dès le début. Et ça aurait été conforme au programme, parce que, comme vous le savez, le programme de Syriza, très clairement, en 2012, suite au grand mouvement citoyen d'occupation des places de 2011, disait qu'il fallait un audit de la dette à participation citoyenne, avec participation aussi internationale, et que pendant la réalisation de l'audit, il y aurait suspension du paiement de la dette. Et dans le programme de Thessalonique de septembre 2014, il était écrit qu'il fallait une annulation de la majorité de la dette de la Grèce et qu'il fallait suivre l'exemple de l'accord de Londres qui s'était appliqué à l'Allemagne en 1953, où plus de 60% de la dette réclamée à l'Allemagne occidentale avait été annulée. Donc, la thématique de la dette et la thématique des banques étaient au centre du programme et de l'orientation de Syriza, et il aurait été parfaitement légitime pour un gouvernement mené par Tsipras d'adopter une position très claire. Le fait de ne pas l'avoir adopté, et je termine là-dessus, je l'explique dans mon livre Capitulation entre adultes, résulte d'une décision prise en petit comité avant l'élection de janvier 2015 par le noyau dirigeant autour de Tsipras, donc Tsipras lui-même, son alter ego Nikos Papas, le responsable de la politique économique de Syriza, qui était un ami des banquiers, et c'est ce noyau restreint autour de Tsipras, sans aucune consultation, ni du comité central, ni du congrès, ni du bureau politique de Syriza, s'était mis d'accord avec Varoufakis pour en fait ne pas respecter le programme de Thessalonique. Et Varoufakis était clairement opposé au programme de Thessalonique, l'avait même dit publiquement. Et donc, c'est en toute connaissance de cause que Tsipras est allé le chercher comme ministre des Finances, justement pour ne pas appliquer le programme de Thessalonique. C'est extrêmement grave par rapport à une expérience politique et un espoir politique central que des millions de personnes au niveau européen et évidemment en Grèce et au-delà de l'Europe ont eu l'espoir créé par la victoire de Syriza. Et donc, j'explique que dans mon livre Capitulation entre adultes, moi j'avais des contacts étroits avec la direction de Syriza. J'explique que justement, il y a eu non-respect du programme par un noyau extrêmement restreint et que Varoufakis, qui n'était pas membre de Syriza, a accepté cela. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que Varoufakis l'exprime lui-même dans son livre Conversation entre adultes. Il dit que quand il est devenu ministre des Finances, alors que lui, son orientation était de remettre les banques grecques à des actionnaires européens sélectionnés par la Commission européenne, c'était son orientation et son orientation était désastreuse là-dessus. Il dit lui-même que dès qu'il est devenu ministre, le jour même, il s'est rendu compte que Tsipras lui avait retiré la compétence sur les banques. Et il a accepté cela. Donc son orientation était mauvaise, mais de toute façon, il ne l'a pas appliquée. Et l'orientation officielle du programme de Thessalonique n'a pas non plus été appliquée. Et donc c'est très important
de le dire très clairement à l'opinion publique et à la gauche qui essaye de tirer les leçons de ce qui s'est passé en Grèce. Et juste le dernier point, mais on va en parler évidemment, ça rappelle bien sûr, parce que tu as commencé là-dessus en lançant l'entretien, c'est de dire que ça renvoie à une expérience de la Commune de Paris. C'est-à-dire que comme Friedrich Engels, Karl Marx et Prosper Lissagaray l'ont relevé très clairement à propos de la Commune de Paris, ils ont dit la Commune de Paris est restée en extase devant la Banque de France et a décidé de ne pas prendre le contrôle de la Banque de France alors que la Banque de France était sur le territoire de la Commune de Paris. Et effectivement, je dirais, Tsipras a décidé de ne pas reprendre le contrôle sur la Banque de Grèce, de ne pas prendre le contrôle sur les banques grecques et de continuer à rembourser la dette, ce qui a été l'erreur fatale. Merci beaucoup pour avoir organisé ce débat et je suis très heureux de pouvoir écouter maintenant Joseph Alevi. Io prenderei un approccio un po' diverso, nel senso che non entro Pour ma part, je ne vais pas entrer dans les détails que je ne connais pas aussi bien sur les décisions politiques à l'intérieur de Syriza. Je ne suis pas du tout étonné du fait que, et ça ne m'avait pas étonné à l'époque, le fait que après des déclarations qu'on pourrait définir extrémistes ou tonitruantes de Tsipras avant, sur le moment de l'arrivée au gouvernement, c'est le contraire qui s'est passé. Pour être plus précis, cela s'est déjà passé dès le moment de la nomination du gouvernement. Lorsque commencèrent les dites négociations jusqu'au 22-23 février, si je ne me trompe pas, le gouvernement parlait, surtout Varoufakis, qui était sous le feu de la rente, qui parlait de négociations, de réduction, de rediscussion de la dette, et après, justement autour du 22 février, ce fut l'écroulement total, mais il n'y avait pas la volonté, parce que là-bas, le fait le plus important, et ça il l'avait déjà dit, c'est que il ne voulait pas remettre en discussion l'euro. Or, ce qui s'est passé en Europe et en Allemagne, et c'est l'Allemagne qui a dirigé les opérations en se mettant d'accord, mais toujours à partir d'une position hégémonique de direction, en se mettant d'accord avec la France, dès 2010 déjà, avec les différents programmes Six-Pack, depuis qu'a explosé le scandale grec avec les déclarations de Papandréou, et selon lequel Néo-Démocratia avait triché sur les comptes, et que donc le niveau d'endettement était bien plus élevé à ce qui avait été déclaré, des choses qui étaient parfaitement connues à l'intérieur des bureaux de la communauté européenne à Bruxelles, et que
qu'il ne s'agissait pas de tricher, mais il y avait un accord pour ne pas tout dire. Cela a permis au gouvernement allemand, soutenu par les Hollandais, de manière autonome et non pas satellisée, hein, par la Suède, même si la Suède ne faisait pas partie de ce groupe, mais même la Suède, avec un gouvernement social-démocrate, était d'accord sur l'idée d'empêcher de la manière la plus absolue la mutualisation de la dette. Ça, c'est le point fondamental. Par conséquent, l'affaire grecque a été le champ de bataille, un peu comme la Bosnie. Tout le monde savait que l'affrontement après les décisions de la Haye en 1990 sur la répartition de la Yougoslavie, que l'affrontement entre la République yougoslave et la Croatie se serait fait sur le terrain de la Bosnie. La Grèce, et personne ne savait que l'affrontement sur la non-mutualisation de la dette aurait eu lieu sur le terrain grec. Et de fait, la Grèce est devenue le terrain de cet affrontement. Mais ce n'est même pas un affrontement. Parce que fondamentalement, substantiellement, ils ont été d'accord dans l'acceptation de la position allemande sur la non-mutualisation de la dette. Dès 2007-2008, jusqu'à 2010, lorsqu'il y a eu ce changement. Et d'ailleurs, la première délégation technique, alors à cette époque j'étais à Athènes, et Yanis Varoufakis enseignait à ce moment-là à Athènes. Il m'invitait chaque année. On a écrit un livre ensemble d'ailleurs, pas sur la Grèce, mais sur des aspects économiques. Et donc il m'invitait chaque année un mois et demi en Grèce, et en 2010 ou 2011, je ne me souviens plus exactement, ce fut la dernière fois que je fus, il y avait une délégation de l'Union européenne qui était en Grèce pour vérifier les comptes. C'était la première délégation systématique de l'Union européenne à Athènes. Alors le problème est que si nous allons regarder de près, c'est que l'Allemagne, avec l'explosion de la crise financière, a été le pays qui a laissé la plus grande marge de manœuvre aux politiques des dépenses publiques, appelons keynésiennes, bon, elles ne sont pas nécessairement keynésiennes. Politique d'intervention pour augmenter la dépense publique. Et ça a été un des pays qui a eu la plus grande baisse du PIB. Ils avaient perdu 5 et quelques de production. Et donc avec des effets sur les exportations. Et l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie, ce sont les pays qui ont connu à ce moment-là les baisses les plus importantes du PIB, avec une chute évidemment la chute de la production industrielle, due à la chute des exportations. À ce moment-là, la dette est repartie.
les dépenses déficitaires ont continué dans ces conditions. Et le rapport entre dette et produit intérieur brut, dans ces conditions, il augmente automatiquement. Ils se sont cependant rendus compte, et ça c'est le point, que dans un système comme celui de l'Union européenne, qui est un système institutionnellement bancal, dans le sens il y a une séparation, dans le sens qu'il y a une séparation entre politique monétaire et politique fiscale, la gestion de la dette aurait impliqué nécessairement une politique commune, une politique de transfert commun, une politique substantiellement fédérale. Et donc la situation grecque a permis à l'Allemagne de dire non, stop. Oh, non, aucune mutualisation n'est possible, n'est à faire. Ça, c'est le point fondamental. Ça, c'était clair que là-dessus, il n'y aurait pas eu de mutualisation, mais il y a eu des transferts. Et une partie de l'augmentation de la dette italienne, par exemple, avec Berlusconi, mais pas parce que c'est Berlusconi, je parle de la période. La dette italienne en 2007, 2008, 2009, elle était autour de 108, 109% du PIB. Mais immédiatement, quand il y a la réduction due à la crise, on crée des déficits, la dette augmente, et par conséquent, on crée un dette. Mais il y a eu d'autres pays qui ont été touchés par l'augmentation de la dette. L'Espagne, le Portugal et la Grèce. Et dans le sens que l'Italie a eu une composante de la nouvelle dette due aux concessions faites lorsqu'ils ont fait des paquets de mesures de rationalisation, de six-pack. Et sur les aides aux banques. Et ces mesures étaient mises à charge des pays qui participent à ces fonds sur la base du principe qu'on appelle capital key, fondé sur la combinaison entre taille du pays et PIB, pro capita, par tête. Et donc, si ces fonds européens forment un paquet pour la Grèce, le Portugal, l'Espagne, ce paquet est imputé, facturé aux pays qui participent, qui sont ceux de l'eurozone. Et de ce fait, la dette de ces pays augmente. Donc il y a eu des transferts, mais n'ont pas été institutionnalisés par un mécanisme de compensation. Ça a été fait par des systèmes bancaires privés, comme le peuvent le faire les banques privées. Tu es endetté, tu n'arrives pas à payer, je te prête, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est le durcissement de la position allemande. Ça, c'est la question. Et aussi hollandaise. Parce que, pourquoi? Mais pour une raison très simple.
les positions allemandes, les Allemands ne voulaient rien concéder parce qu'ils avaient besoin de, si on raisonne, en raisonnant à partir de l'argent qu'on a dans la poche. Aux questions, aux approches keynésiennes, ils n'y sont jamais arrivés. Ils sont toujours avec la notion des pièces dans la poche, hein, du Geld en allemand. Ils ont besoin de financer un système bancaire qui, avec la crise, avec la crise de 2008, a pris l'eau de toutes parts. Aujourd'hui, la Deutsche Bank s'est remise sur pied, mais elles avaient toutes pris l'eau. Mais ce qui est encore plus grave, les banques qui avaient fonction de soutenir les industries locales, les Landesbank, elles ont pris l'eau de toutes parts, complètement. Et ces banques des Länder, étant de compétences étatiques, elles ont reçu des masses d'argent. Mais le problème du système bancaire allemand, et c'est contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis ou en Angleterre, pour les dits produits dérivés, etc., ils ont eu des processus catharsiques, ils les ont expulsés, alors que les Allemands les ont gardés dans leur ventre. Et ils pouvaient à ce moment-là, dans les bilans de ces banques, les bilans de ces banques qui prenaient l'eau de toutes parts ont été soutenus par la dépense publique. Tsipras, dans tout ça. À Tsipras, moi, je n'ai jamais cru. Quand je travaillais au manifeste, je n'avais pas cherché des coups dans la tête à Tsipras, mais et quand j'écrivais dans le manifeste, je devais être un peu politique, je fais l'autocritique, je n'ai jamais cru. J'ai jamais cru. À la fin de 2010, il organisait une discussion, je ne fais pas un débat, mais des interventions. Et les Français, comme Pisani-Ferry, tout aussi, n'ont jamais participé à ces choses-là. Ils participaient des gens comme Prodi, et ils participèrent évidemment des Allemands. L'intervention la plus importante fut faite par Otmar Hissing, qui est la personne, je ne sais pas si c'était le président, mais qui est le coordinateur de la Bundesbank, et qui a participé d'ailleurs aux négociations pour la formation de la Banque Centrale Européenne et de l'euro. Et en avril 2010 ou 2011, il écrit un article dans le Financial Times, une sorte de table de la loi, dans lequel il disait, quand la proposition fut faite, la formation de l'euro, la création de l'euro, de créer un système qui laissait la politique fiscale aux États, alors que la politique monétaire était le fait de la Banque Centrale Européenne. Ouais. Moi, j'ai dit, à ce moment-là, c'était mettre le charrue devant les bœufs. Et que donc le système n'était pas stable. Mais celle-ci fut la décision. Ce fut une décision, il ne fallait pas une transfer union.
d'un système unique. Et il dit à ce moment-là, nous ne devons pas altérer, modifier cette décision, nous ne devons pas subrepticement passer outre. Et donc, point, hein, aucune mutualisation de la dette grecque. Donc, ces gens savaient très bien face à quoi ils étaient confrontés. Et ne pas faire les radicaloïdes montrant à droite et à gauche combien nous sommes capables de changer, etc. C'était pas possible. Et plus la crise financière s'approfondissait, plus les problèmes faisaient surface. Et il ne s'agissant pas d'une transfer union, les déséquilibres s'accentuaient. Et évidemment, les Allemands et les Hollandais ne voulaient rien savoir. Et pourquoi les Hollandais? Ils vivent de quoi? Les Hollandais vivent comme les Suédois, mais qui n'ont pas atteint des niveaux. Ils vivent sur les exportations nettes. Ils ont un système logistique. Ils importent beaucoup des États-Unis et du reste du monde, et puis ils relancent le reste sur l'Europe. Et on se retrouve dès lors dans une situation dans laquelle ils ont des taux d'exportation par rapport au PIB plus élevés que celui de l'Allemagne. Et ce surplus qui leur permet de garder la dette à des niveaux acceptables, que leur permet de financer le welfare, notamment avec les revenus du pétrole. Ils ne pouvaient pas s'attendre à autre chose. D'autant plus qu'ils n'avaient même pas une vision structurelle de la Grèce. Ils n'avaient pas une vision structurelle de la Grèce, du point de vue financier, ni du point de vue structurel de l'économie physique de la Grèce. Et je clôt en disant que il y a un magnifique livre de Sakalotos, un très bon économiste, et qui a par la suite remplacé Varoufakis, démis sur demande de Schäuble, chassé du gouvernement grec, et Sakalotos a écrit avec un autre, je ne me souviens plus le nom. Dans son livre, il explique très bien comment les banques grecques, en tant que telles, ne pouvaient pas se néolibéraliser. Elles étaient trop dépendantes d'une économie grecque qui ne soutenait pas l'intégration libérale. Et ça, c'est l'État qui l'a fait. Et Euclides Tsakalotos, dans son livre, explique très bien comment l'internationalisation du processus financier grec ne pouvait être faite qu'à travers l'État, par le biais de l'État. Sachant ces choses-là, tout ce qu'il prétendait était véritaire. Il ne pouvait que capituler, à mon avis. Moi, ces choses-là, une partie je les savais, mais je ne savais pas tout. J'ai lu le livre de Sakalotos, justement, par la suite. Et ça te permet d'avoir aussi une vision plus concrète de cette période. On continue comment?
Je ne sais pas si Eric, tu veux répéter ou je passe à la deuxième question. Dire à ce que Joseph a expliqué, oui, tout à fait. Ma certo, certo. Ok, donc je commence tout de suite. Bon, moi j'ai commencé ma réponse sur 2014-2015 et Joseph nous ramène à 2000, on va dire la période 2008-2012. Je trouve ça extrêmement important et je vais donc moi-même me prononcer là-dessus. Je vais commencer puisque certainement les personnes qui nous écoutent ou qui vont lire ont en tête ce que vient de dire Joseph. Je viens d'aller chercher le livre dont il parle, signé par Tsakalotos, Oui, voilà, c'est ça. publié chez Verso, avec Christos Laskos. Joseph, je te précise que c'est Laskos qui a écrit la plus grande partie. Et je crois qu'il est plus sérieux, plus profond et plus sérieux que Tsakalotos. Et Laskos, d'ailleurs, s'est positionné en 2015 et par la suite sur une position tout à fait critique. Donc, il s'est opposé à la capitulation de la direction de Tsipras et de Varoufakis, tandis que Tsakalotos a accompagné celle-ci jusqu'au bout, jusqu'au 2019, puisque Tsakalotos est resté ministre de l'économie et des finances jusqu'au 2019, jusqu'au moment donc de l'échec électoral de Syriza. Mais je vais revenir sur la période alors antérieure, comme Joseph. J'y ai été, alors je suis très intéressé d'apprendre que Joseph fréquentait Varoufakis, je ne le savais pas, et venait régulièrement en Grèce, comme il l'a dit, jusqu'en 2010 ou 2011 pour y passer un mois et donner des cours. C'est donc une expérience extrêmement intéressante. Et moi, j'avais été invité à plusieurs reprises par des mouvements sociaux et des mouvements politiques en Grèce au début des années 2000. J'avais participé au Forum social européen en 2006 à Athènes, qui était le dernier grand forum social européen. Il y a eu à peu près sur le site du Forum social européen 40 000 personnes et à la manifestation presque 80 000 personnes. Et puis à partir de 2009-2010, j'ai été en contact avec toute une série de personnes en Grèce qui, sur la base de la crise de la dette en Grèce, voulaient développer l'expérience de l'audit à l'image un peu de ce que l'Équateur avait fait en 2007-2008. Et comme j'avais participé à l'audit de l'Équateur en 2007-2008, j'ai été connu en Grèce et j'étais invité par des personnes comme Kostas Lapavitsas, Leonidas Vatikiotis, et aussi par, on va dire, le secteur eurocommuniste de Syriza, donc l'Institut Nikos Poulantzas. Et j'ai eu alors des dialogues pas évidents, mais des dialogues avec directement Tsipras. Et donc, par exemple, j'ai été invité à je dirais typiquement, une conférence du parti de la gauche européenne sur une orientation quand même largement influencée par l'eurocommunisme, que je suppose Joseph Halévy le connaît encore mieux que moi. Et justement, on percevait dans toutes les propositions, c'était en mars 2011, il y avait Oscar Lafontaine d'Allemagne, il y avait évidemment Tsipras, il y avait Varoufakis, il y avait le président du parti de la gauche européenne, donc le président en même temps du Parti communiste français,
il y avait les gens d'Izquierda Unida, du Left Bloc, et il m'avait invité. Et là, Varoufakis a fait sa proposition, connue comme une modeste proposition, c'est le titre de sa proposition, donc avec mutualisation des dettes. Les différents intervenants communistes intervenaient sur les eurobonds, donc sur toute cette thématique de mutualisation des dettes, eurobonds, etc. Il y avait une grande naïveté, une grande illusion. Je pense que le parti de la gauche européenne, jusque 2015 y compris, a défendu une orientation fausse politiquement et naïve, si on veut être gentil, c'est-à-dire l'idée que rationnellement, il était possible de convaincre le gouvernement allemand, les autres gouvernements de l'eurozone, y compris le gouvernement français, sur la mutualisation des dettes. Et donc là, visiblement, je suis d'accord avec Joseph Halévy pour dire que c'était une orientation qui n'avait pas de fondement, parce que les forces politiques qui dominent l'Europe ne veulent pas de ça. Recourir à une véritable mutualisation des dettes, c'est se retirer un instrument qu'ont les économies dominantes dans la zone euro pour imposer une discipline aux pays de la périphérie européenne, y compris l'Italie, mais ça commence par la Grèce, par l'Irlande, par l'Espagne, par Chypre, par le Portugal, par les nouveaux venus du bloc de l'Est qui sont entrés dans l'Union européenne. Bon, l'Italie est un plus gros morceau puisque c'est la quatrième économie et après le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la troisième économie dans la zone euro. Mais donc, le fait de maintenir endettés sans mutualisation des dettes une série de pays membres de la zone euro, tout en ayant une monnaie commune qui est l'euro, donne aux économies dominantes deux instruments de domination. L'euro, qui est un instrument de domination tel qu'il a été conçu, et les dettes. Si on les mutualise, ça enlève un des instruments de discipline et de mutualisation et de domination. Et donc, pour ces raisons-là, le grand capital allemand et à l'intérieur du gouvernement allemand, tant la CDU-CSU que le SPD, qui a des liens évidemment avec le grand capital allemand, ils ne voulaient pas renoncer. Et puis, il y a évidemment le secteur bancaire, le secteur financier. Et là, je crois que c'est politiquement important de comprendre la chose suivante, c'est que Varoufakis et Tsipras, j'imagine que Joseph Halévy sera d'accord avec moi là-dessus, ont pensé que François Hollande, à la tête de la France à partir de 2012, en bon social-démocrate, allait choisir de soutenir l'expérience de Syriza face à l'Allemagne. Et c'était là aussi complètement naïf parce que l'orientation de Hollande, elle n'est pas fondée sur le programme social-démocrate, elle est fondée sur un accord profond, notamment avec le puissant secteur bancaire français, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, les trois grandes banques françaises qui avaient d'énormes investissements en Grèce, comme des banques allemandes avaient d'énormes investissements financiers en Grèce, et les banques hollandaises comme ING, qui est une des principales banques hollandaises, et la Belgique avec Dexia, qui avait des investissements en Grèce. Ces quatre pays-là, très intéressés à ce qui allait se passer, à ce qui se passait en Grèce, avaient une convergence d'intérêts en tant qu'économie dominante ou partie des économies dominantes de la zone euro face à un pays de la périphérie comme la Grèce, avec une vue aussi
sur ce qu'on fait avec la Grèce aura des conséquences sur ce qu'on fait avec le Portugal, avec l'Espagne, avec l'Irlande, avec Chypre et avec les autres pays de la périphérie dans la zone euro. Et donc, la mutualisation des dettes, c'était une perspective qui n'était pas une perspective réalisable, c'est une perspective, je dirais, techniquement rationnelle, mais politiquement irréalisable du point de vue des intérêts dominants des économies dominantes dans la zone euro. Ça, c'est un point fondamental. Et donc, moi, j'ai participé à des débats où je me rendais compte que, effectivement, l'orientation fondamentale qui vient de l'eurocommunisme, y compris de l'eurocommunisme italien des années 70, rentrait en contradiction avec la situation et les possibilités réelles dans la zone euro. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, peut-être une différence, là, avec le diagnostic de Joseph Halévy. Bon, il était en 2009, 2010, 2011 en Grèce. Moi, j'ai à fond étudié la question du déficit grec. Et donc, là, comme coordinateur scientifique de la commission d'audit instituée par la présidente du Parlement grec, j'ai vraiment passé des centaines d'heures là-dessus. Et je peux vous assurer la chose suivante. Le déficit grec était effectivement important, mais il a été exagéré par Papandréou quand il a gagné les élections d'octobre 2009 avec un score extraordinaire. Il a eu plus de 40%, je crois qu'il a eu 43%. Syriza a gagné les élections en janvier 2015 avec 36%. Le PASOK de Papandréou a gagné les élections, je pense, avec 43% ou plus. Et c'était énorme. Et avec un programme anti-néolibéral. Mais Papandréou était lié lui aussi au secteur bancaire grec, comme Hollande était lié au secteur bancaire français. La social-démocratie européenne est intimement liée au secteur bancaire de chaque fois de son pays. Et le problème auquel a été confronté Papandréou, c'est que les banques privées grecques étaient au bord de la faillite. Parce que les non-performing loans, les crédits en défaut de paiement de plus de 3 mois, donc en suspension de paiement, étaient en train d'exploser. Et c'est le problème. C'était pas la dette publique grecque d'abord. C'était la dette privée des banques grecques. Exposées à qui? Exposées aux banques allemandes, françaises, hollandaises, belges. C'était ça les principales créancières des banques privées grecques. Et effectivement, la peur, c'est qu'évidemment, si les banques grecques entrent en défaut de paiement, qui est-ce qui doit les sauver? L'État grec. Mais le problème donc n'était pas d'abord la dette grecque. En pourcentage, la dette italienne était aussi grave. La question, c'était les dettes des banques italiennes, parce que si les banques, des banques grecques comme des banques italiennes, parce que si les banques grecques entraient en défaut et que l'État grec n'était pas prêt à sauver les banques grecques, alors là, il y avait un problème de la dette publique grecque. Mais c'était d'abord le problème des dettes privées des banques grecques. Et là, on a mis en place le mémorandum de 2010 sans restructurer la dette grecque, le temps que on apporte aux banques grecques de l'argent qui venait du premier mémorandum pour qu'elles continuent les remboursements aux dettes allemandes et françaises, etc., ce qu'elles ont fait. Et on a restructuré la dette publique grecque qu'en 2012, une fois que les banques
privées françaises, allemandes, hollandaises et belges s'étaient retirées du marché grec. Ce que je viens d'expliquer, je sais que ce n'est pas évident. Ça demande énormément de recherche. Nous l'avons fait comme commission d'audit et ça va donc à l'encontre de la narration officielle. Et alors, donc, je m'explique. Pourquoi Papandréou a-t-il exagéré le déficit grec? Parce qu'il fallait pouvoir déclarer que les finances grecques étaient dans un état désastreux pour justifier le mémorandum de mai 2010 qui permettait de sauver les banques grecques et donc d'éviter des pertes aux banques françaises et allemandes. Et c'est pour ça alors qu'il ne fallait pas compter sur la solidarité de François Hollande en 2015. Hollande qui avait été élu en 2012 en disant « mon ennemi est la finance » et qui tout de suite a trahi cette déclaration-là qui lui avait fait gagner les élections. Et donc il ne fallait pas compter sur la solidarité de Hollande en tant que gouvernement grec. Il fallait savoir que Hollande allait être solidaire de Schäuble et de Angela Merkel et de la Deutsche Bank et de Commerzbank, là comme Joseph Halévy l'a dit. Donc si on ne fait pas un bon diagnostic de la situation dans laquelle la Grèce se trouvait, dans laquelle la zone euro se trouvait, si on ne comprend pas l'erreur stratégique du parti de la gauche européenne, et donc là-dedans de tout ce milieu-là dans lequel j'inclus Varoufakis, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et malheureusement, pour moi c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Hein. Le parti de la gauche européenne n'a pas été capable, après 2015, de faire le bilan. Si on revient maintenant à la situation de 2015 et d'après, voyez le résultat du parti de la gauche européenne aux élections de 2019 comme le résultat catastrophique de Tsipras. C'est une perte radicale parce que la gauche, le parti de la gauche européenne a été incapable de tirer les bonnes leçons de l'échec grec qu'on a essayé de faire tirer dans le cadre de l'initiative Plan B, dans lequel au début des gens comme Mélenchon d'un côté, Podemos, je parle là de immédiatement 2015, au début, mais déjà avec hésitation, Varoufakis lui-même, Oscar Lafontaine, il y a eu une tentative avec le Left Bloc fin 2015, début 2016, de tirer les leçons via les conférences du Plan B avec le Socialist Party de Suède et l'Alliance Rouge-Vert du Danemark. Et puis, c'était très compliqué parce que ça impliquait d'aller très loin dans l'autocritique. Et Die Linke était contre de faire cette autocritique et soutenait l'orientation de Tsipras. Et donc, il y a eu une incapacité de faire le bilan. Or, pour nous, c'est fondamental et je vous remercie d'avoir organisé cette conférence parce que c'est fondamental de revenir sur réellement ce qui s'est passé avant 2015, en 2015 et les leçons tirées pour l'avenir et en quoi les leçons de la Commune de Paris sont donc importantes. On passe à une troisième question et je vous invite à rester dans des limites de temps de 2 minutes. Et je viens maintenant sur justement la question qui se rapporte à une question beaucoup débattue en Italie et qui est celle de l'euro et de la sortie de l'euro. À un moment donné, en Grèce aussi, s'est posé la question de la sortie de l'euro et de l'Union européenne, y compris de la part des forces de la gauche. Au même moment, la presse européenne et les forces néolibérales insistaient sur la possibilité de rupture unilatérale de l'euro. À votre avis,
est-ce que la sortie de l'euro et Grexit était une voie possible? Il y a deux aspects. Un premier aspect de faisabilité politique. C'est très analytique. Et un aspect analytique. Analytique sur le plan de l'analyse économique, théorique. Voilà. Je fais juste allusion au fait qu'il y a quelques jours, Bob Mandel, un économiste canadien, est décédé il y a quelques jours, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel, qui avait inventé l'idée d'aire monétaire optimale. Il y a très très longtemps, il avait inventé ça dans les années 60, bien avant l'euro. Il avait parlé d'Optimal Currency Area. Lui, il était effectivement très favorable à la formation de l'euro, d'une monnaie commune européenne. Mais comme il a vu comment les choses se faisaient, cette séparation absurde entre politique fiscale et politique monétaire, etc., il a beaucoup mis d'eau dans son vin et dans son appui à l'euro. Et alors, donc, pour ce qui concerne l'aspect politique, même en Grèce, une grosse partie des personnes qui ont appuyé Syriza, qui ont voté pour Syriza, Syriza, c'est sortir de l'euro pour certains pays, et ça joue aussi en Italie, en partie, dans beaucoup de pays, appelons-les périphériques, j'aime pas beaucoup ce terme, mais alors utilisons-le. L'euro était vu comme la monnaie de la non-pauvreté, de la non. Je prends l'exemple. Si vous allez en Amérique latine, en Argentine, dans les pays sujets à des dévaluations successives, etc., la monnaie de référence, c'est le dollar. Hein? C'est le dollar. Tout est calculé en dollars. Les loyers, tout est calculé. La bourgeoisie est mise sur le dollar. Le peso, c'est la monnaie des pauvres. Clair ça. À tel point, tout le monde, la bourgeoisie était contente. La bourgeoisie était ravie, y compris la classe, eux ils appellent la classe moyenne, était contente de la période de Menem quand le peso était fixé sur le dollar. La parité peso-dollar. Et ils étaient interchangeables. On y est? Je te regarde, tu as la tête trop fixe pour que ça me perturbe. Et donc, en changeant ce qu'il faut changer, des pays comme la Grèce, donc évidemment Chypre, pays comme aussi le Portugal, l'Espagne, sont des pays dans lesquels, pour la bourgeoisie et la middle class, et dans ces pays, une middle class s'est formée, ils avaient le sentiment qu'avec l'euro, un sentiment d'appartenance, on peut aller à Londres, faire des courses sans être... C'était un passeport d'entrée dans le monde des riches. C'est un élément important pour comprendre
pourquoi on peut, de manière propagandiste, parler d'une sortie de l'euro, mais d'un point de vue politique, une sortie de l'euro impliquerait, dans beaucoup de cas, une logique de rupture avec une partie de l'électorat, une rupture pas nécessairement sociale, mais d'adhésion. Je ne suis pas convaincu en se constituant voilà. Je ne suis pas convaincu que la problématique soit euro oui, euro non. Je ne sais pas jusqu'à quand l'euro va continuer d'exister, mais ce sont des forces tectoniques qui pourront remettre en discussion l'euro. Parce que l'euro est une monnaie fragile. On ne le voit pas dans les taux de change. Donc, je suis convaincu que si le système de l'Union européenne devait évoluer d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de l'eurozone, c'est possible que l'euro saute. C'est la précision che faccio. Jacques Savir, en France, il y a quelque temps, qui visait à situer la fragilité effective de l'euro. Il faut combiner situation économique et situation politique. Et moi, je ne suis pas convaincu que la sortie de l'euro comme solution technique soit la solution. Si on ne touche pas à la structure productive, si on ne touche pas aux interconnexions avec les chaînes de valorisation et sur la manière dont est vue et considérée la nouvelle monnaie. Raison pour laquelle on parle de sortie de l'euro sans changement du régime social. Donc, la sortie de l'euro dépend vraiment il n'y a pas un mécanisme qui explique comment dans le nouveau système les choses pourraient fonctionner, si ce n'est à travers des théories fausses, comme l'idée de pouvoir dévaluer pour augmenter les exportations, diminuer les importations, mais ça, c'est un peu des sottises, c'est pas vrai. Il y a des cas qui peuvent permettre de mettre en cause ce que je dis, et je finis là-dessus, c'est l'Islande, mais c'est pas un pays qui est petit, avec des banques qui avaient une puissance énorme, bien plus grande que l'Islande elle-même, et qui, avec la crise de 2009, se sont écroulés. L'Islande a repris sa monnaie grâce aussi à l'aide de la Suède. Ils ont dévalué massivement leur monnaie. Ils ont pris en charge les dettes et les dettes des gens, et les gens n'ont pas subi cette pression. Et le gouvernement et une partie des dirigeants des banques ont fini en tôle. Mais eux, ils s'en sont sortis à travers ce mécanisme. Mais ceci parce que l'Islande, à mon avis, n'a aucun impact, un impact zéro sur le reste de l'Europe. C'est
l'exemple d'un petit pays qui n'a n'ayant aucun impact sur le reste de l'Europe, il se retrouve dans une situation de liberté d'agir. Mais un pays comme l'Italie, s'il devait sortir de l'euro et donc d'évaluer la monnaie, la nouvelle lire, la France ne pourrait pas maintenir la parité avec l'Italie. Et je finis là-dessus. L'Espagne ne pourra pas non plus maintenir la parité. Mais le problème, c'est que la sortie de l'euro n'est pas nécessairement une solution. D'accord, merci beaucoup à Joseph Halévy pour sa vision de la question de sortir ou pas de la zone euro. Je pars de la même constatation que Joseph Halévy. Pour la majorité des Italiens, des classes populaires, des Portugais, des Grecs, des Espagnols, mais je dirais surtout d'ailleurs des Espagnols, des Portugais et des Grecs, et alors de la majorité des personnes, des populations des pays de l'ex-bloc de l'Est qui ont intégré l'euro, ça a été perçu comme une assurance sur l'avenir et comme un signe de richesse. Je le compare d'une certaine manière à la manière dont la réunification allemande s'est faite. Là, rappelez-vous, la monnaie de l'Allemagne de l'Est a été intégrée dans une monnaie unique du Deutschmark en étant surévaluée. Pour gagner la réunification, Helmut Kohl a calculé, a été prêt à mettre un certain prix, y compris, ça a augmenté le déficit allemand, la dette allemande, etc., mais de donner une valeur d'échange entre la monnaie de l'Allemagne de l'Est et la monnaie de l'Allemagne de l'Ouest, un taux de change qui paraissait plus favorable à la monnaie est-allemande. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'en réalité, quand on fait ça, ce qui est perçu par la population comme positif, parce qu'évidemment, si tu peux changer tes monnaies, tes pesetas, tes lires, tes escudos, tes drachmas et tes marques d'Allemagne de l'Est à un taux qui te paraît favorable, quand tu voyages dans l'autre pays, tu vas pouvoir acheter plus que si tu avais à la valeur de l'ancienne monnaie. Seulement, en macroéconomie, une fois que ça c'est fait, les produits de l'Allemagne de l'Ouest ont gagné le marché est-allemand dans l'Allemagne réunifiée en détruisant les industries est-allemandes parce que les marchandises ouest-allemandes étaient plus compétitives en Allemagne de l'Est au taux de change nouveau qu'avant. Parce que justement, l'ancienne monnaie avait été surévaluée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et je pense que dans la manière dont on a fait l'euro, on a surévalué les monnaies des pays qui n'étaient pas dans le centre dominant, on va dire, donc le centre dominant, Allemagne, France, Benelux, Autriche, grosso modo. Et les autres, si on regarde bien comment la conversion s'est faite, on a surévalué la valeur de la peseta, de la lire, de l'escudo, du drachme, etc. Ce qui a donné en effet richesse. Mais ce qui, dans la zone euro, s'est retourné contre les économies et notamment les industries et les fabricants des pays de cette périphérie à l'intérieur de la zone euro parce que
les voitures allemandes, les équipements allemands ou hollandais, etc., ont été plus compétitifs que ce que les Portugais, les Espagnols produisaient encore. Déjà, il y avait une désindustrialisation qui avait commencé, mais qui s'est accentuée, accélérée avec la réalisation de l'euro. Seulement, il est clair que dans l'esprit des populations, je suis d'accord avec Joseph Halévy, l'euro apparaissait comme un facteur de bien-être tant qu'on n'avait pas une crise majeure de la zone euro. Première chose. Deuxième chose, si on prend le cas grec, c'est absolument clair que l'orientation du programme de Thessalonique et la campagne électorale de Tsipras, c'était de dire nous restons dans la zone euro. Ça, c'est clair. Ce qui veut dire que le mandat avec lequel Syriza s'est fait élire impliquait de rester dans la zone euro. Et donc, pour moi, à partir du moment où c'était dans le mandat donné à Syriza, il fallait le respecter. Donc, ça, c'est une différence entre ma position et celle de Kostas Lapavitsas ou celle d'un économiste français influent comme Frédéric Lordon, qui ont dit dès le départ, quelque part, il faut sortir de la zone euro. Je pense que, vu le mandat donné à Syriza, il fallait construire une politique dans le cadre du mandat qui avait été donné. Donc, se baser sur le programme de Thessalonique, ce qui voulait dire prendre le contrôle des banques. Il était tout à fait normal de contrôler les mouvements de capitaux. On revient au début de notre conférence. Il fallait suspendre le paiement de la dette et réaliser l'audit. Ça, c'était dans le mandat qui était donné à Syriza. Mais il n'était pas possible de dire on sort de la zone euro. Maintenant, ce qui est clair, c'est que si Tsipras avait affronté la Banque centrale européenne et la Troïka, avait adopté la politique correcte de suspension du paiement de la dette qui lui aurait donné des moyens pour relancer l'économie grecque, parce que c'est 6 milliards qui sont sortis des caisses publiques grecques entre janvier et juin 2015. Il faut bien se rendre compte que Tsipras a dû vider les caisses avec son ministre des Finances des entreprises et des institutions publiques grecques pour rembourser la dette principalement au FMI. Il y avait le FMI et il y avait les créanciers privés. Les gouvernements européens, les États européens ne devaient pas recevoir de remboursement en 2015 et la BCE, c'était à partir de juillet. Donc, c'était FMI et créanciers privés. Il aurait fallu suspendre le paiement de la dette au FMI. Les créanciers privés, comme c'était des bons du Trésor à 3 mois, 6 mois, c'était possible de continuer à les rembourser, c'était pas un problème, et de refinancer. Donc, il aurait fallu faire ça. Ça aurait entraîné une confrontation avec l'Union européenne beaucoup plus réelle que la confrontation qui a eu lieu et qui était réelle, mais qui était moins perceptible. Donc, c'est-à-dire la décision de la Banque centrale européenne de ne plus donner des liquidités normales aux banques grecques dès le 4 février était une déclaration de guerre à la Grèce, et ça, Varoufakis le dit dans son bouquin. Mais ce n'est que vers le 27 juin que les Grecs, la masse des Grecs s'en sont rendus compte tout de suite. Là, le 27 juin, la Grèce a dû fermer les banques et dire aux citoyens grecs, vous pouvez aller aux ATM, donc aux guichets automatiques, chercher 60 € par jour, pas plus. Et vous ne pouvez plus entrer dans la banque, vous ne pouvez plus avoir accès au guichet. Et ça a été
la conséquence de la décision de la Banque centrale européenne de mettre la pression totale sur la population grecque en disant si vous votez pour le non au référendum, vous êtes expulsé de la zone euro. Là donc, dans cette période-là, la population grecque, alors que Tsipras avait une orientation erronée, la population grecque s'est dit oui, finalement, comme ça ne va pas, comme nous ne pouvons pas accepter les propositions des créanciers, on sait que le risque réel de sortir de la zone euro est là devant nous et on vote quand même pour le non. Et ils ont voté non. Donc je reprécise, si Tsipras avait y compris appliqué une meilleure orientation dès février, il aurait pu amener à une prise de conscience et prendre les mesures qui amenaient à une sortie de la zone euro de manière adéquate, notamment en ayant comment faire fonctionner l'économie grecque dans une situation de confrontation avec la Troïka et avec la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Et là, je ne sais pas si Joseph Halevi a lu cette lettre de James Galbraith, envoyée par James Galbraith à Varoufakis au mois de juillet 2015. Galbraith était conseiller de Varoufakis. Et je connais bien James Galbraith. J'imagine que Joseph Halevi le connaît. Je viens y compris de participer cette semaine à un cours auquel James Galbraith m'a invité pour ses étudiants à l'université Johnson à Houston au Texas. Et je rencontrais Galbraith à Athènes en 2015 pendant qu'il conseillait Varoufakis. Galbraith a écrit une lettre ouverte à Varoufakis en juillet en lui disant « Mais Yanis, tu dis qu'on n'avait pas les moyens de sortir de la zone euro parce qu'on n'avait pas imprimé des billets, on n'avait pas eu le temps d'imprimer des billets. » Et Galbraith dit « Mais c'est faux. Ce qu'on pouvait faire, on avait la quantité nécessaire de billets en euros. Il suffisait de les estampiller. Il fallait sur les billets en euros mettre un poinçon, un tampon qui les distinguait des billets normaux en euros. Ce qui veut dire que les ATM auraient continué à les reconnaître, qu'on pouvait fonctionner avec ces euros-là dans l'économie. Il est clair que ces euros-là, des euros grecs, n'auraient plus été convertis puisqu'ils avaient un tampon. Mais ils pouvaient fonctionner dans l'économie grecque. Ils n'avaient plus aucune valeur à l'extérieur de la Grèce. Ça, c'est bien d'accord. Mais c'est bien ça, la sortie de la zone euro. Et l'économie grecque pouvait continuer à fonctionner. Donc, techniquement, c'était possible. Il faut savoir aussi, Varoufakis le reconnaît et il y avait eu tout un scandale. Il y avait en fait, dans toutes les agences locales de la Banque de Grèce, des réserves en billets de banque en euros pour 14 milliards d'euros. C'est le chiffre officiel, c'était les réserves des banques, des agences locales grecques. Donc les billets en euros étaient là, ils pouvaient être estampillés. Et donc là, je suis tout à fait d'accord avec James Galbraith qui a réfléchi très pragmatiquement. Et comme je vous l'ai dit, on se voyait pendant qu'il était conseiller de Varoufakis. Moi, j'essayais de convaincre Varoufakis de collaborer avec la commission d'audit sur la dette grecque. J'ai invité Galbraith à des hearings que j'ai organisés comme coordinateur scientifique de la commission d'audit. Ça a eu lieu au Parlement grec.
Galbraith a assisté à ces hearings. On a convoqué, par exemple, le principal conseiller de Barroso au moment du mémorandum de 2010. On a invité, et il est venu, le représentant de la Grèce au FMI. Quelqu'un d'absolument clé dans l'équipe de Papandréou à l'époque. Et donc, il y avait un travail possible de collaboration avec Varoufakis, mais Varoufakis n'a jamais voulu cette collaboration. Et Tsipras a décidé avec Varoufakis de continuer à rembourser la dette, et alors qu'officiellement, ils avaient affirmé qu'ils soutiendraient l'audit que nous réalisions, en réalité, ils n'ont pas apporté leur collaboration, ils ne se sont pas appuyés sur nos travaux. Et la présidente du Parlement grec, alors que notre action était extrêmement populaire dans la population grecque, la présidente du Parlement grec s'est retrouvée isolée sur cette question. Donc, une autre orientation était possible. Moi, je développe ça dans mon livre publié en anglais, qui a été publié cette année, et donc qui a été publié aussi en grec, en Grèce, en français et en espagnol. Peut-être que Joseph veut répliquer brièvement, ou tu gardes toute réserve pour la fin. T'entends pas? Non, je n'ai rien ajouté. Bon, très bien. Alors, je lance sur un dernier thème, une dernière question, parce que le temps passe. Et une question qui sort un peu de la question de la Grèce, et qui porte sur l'urgence qu'on est en train de vivre tous, liée à la pandémie Covid. Vu l'extrême difficulté pour les gouvernements de s'approvisionner en quantité nécessaire de vaccins, et dans cette situation, aucun gouvernement ne s'est posé sur le terrain du non-respect de la propriété privée et des brevets, et en rendant service au Big Pharma. À votre avis, quelles devraient être aujourd'hui les propositions, tant sur les vaccins, mais aussi sur la politique de la santé, des forces qui se prétendent de gauche radicale? Peut-être Joseph et puis Eric. Moi, je ne commencerai pas par la question des vaccins, parce que la question des vaccins, si on parle uniquement de là, elle concentre la vision sur le fait que la seule solution à cette pandémie serait la vaccination de masse. Et on ne pose pas le problème de comment cette pandémie s'est réalisée, et on ne pose que le problème du vaccin. Moi, je poserai la question de cette manière. Ce qui s'est passé sur ce plan, il n'y a ni gauche ni droite, hein, parce qu'il y a des positions de gauche et de petits groupes de gauche, comme Giorgio Cremaschi en Italie, qui sont repliés sur des positions très réductrices. Ce qui s'est passé dans cette pandémie, c'est que cette pandémie a été l'élément pour la constitution d'un bloc oligopolitique très dangereux. Et je trouve que c'est beaucoup plus dangereux que le bloc de l'acier durant les années
qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Ce bloc de l'acier qui définissait les forces en présence. Je suis d'accord ici avec la position de George Agamben, le philosophe, car le bloc qui s'est créé, soutenu par la dépense publique, c'est un bloc qui ne... Ce qui d'ailleurs ne met pas en discussion les couples dans la santé, etc. C'est constitué grâce à la dépense publique dans le sens du président Bush jeune, qui fit des dépenses massives en faveur du Medicare pour favoriser l'industrie pharmaceutique grâce à la dépense publique. Or, ce pôle oligopolitique, ce sont les sociétés pharma, ce sont les big pharma, les sociétés financières qui leur sont liées, telles Bedrock, et les dites plateformes technologiques. Il s'est créé ce type de bloc qui intervient sur l'organisation du travail, qui intervient sur les politiques de la santé publique, en dehors des institutions, en dehors des rapports syndicaux, en dehors de tout ça. Il intervient sur la reformulation des chaînes de valorisation. Et ça, c'est la question. Ça, c'est le problème qui est en train d'émerger, qui a émergé maintenant. Ce bloc de pouvoir qui sera très difficile de réduire. Là-dessus, les activités antitrust n'interviennent pas, les systèmes de contrôle n'interviennent pas, qui sont dans la Commission européenne, à disposition de la Commission européenne, mais aussi des différents États. Et ça, c'est la question aujourd'hui. C'est pas tellement la question du vaccin. Mais, à mon avis, la question du vaccin n'est pas la question principale. Eric? Bon, c'est clair que la question des vaccins n'est pas l'unique question. Et je suis d'accord avec Joseph pour dire que le Big Pharma a conquis un pouvoir et joue un rôle fort important. On peut le comparer effectivement à des cartels qui ont été constitués dans l'histoire entre les principaux producteurs d'acier à un moment donné, les principales sociétés pétrolières, etc. C'est très clair. Je pense que les réponses qui doivent être apportées, et je suis en train de travailler avec un projet de manifeste sur le plan mondial. Il y a plusieurs initiatives qui vont dans le bon sens. Il y a une campagne qui s'appelle Zéro Covid, prise notamment à l'initiative de Christian Seller, professeur d'université en Autriche, et qui a réussi à rassembler des gens. Le People Health Movement, donc le mouvement mondial pour la santé, qui est une organisation qui existe depuis, un réseau qui existe depuis 25 ans, à peu près 25 ans. Et il y a aussi en France des initiatives sur la question de l'accès au vaccin. Le manifeste sur lequel je suis en train de travailler, notamment avec l'eurodéputé Miguel Urban, et qu'on va soumettre à une série de réseaux, dit à la fois qu'il faut suspendre les brevets sur les vaccins, et qu'il faut déclarer que les vaccins pour le coronavirus et pour d'autres maladies infectieuses doivent
être mis hors marché et donc ne peuvent pas être protégés par des brevets. Il faut évidemment commencer par les vaccins qui sont déjà protégés par des brevets et suspendre donc ces brevets. Ça concerne Pfizer, ça concerne AstraZeneca, ça concerne Johnson et d'autres. Mais nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Nous pensons qu'il faut socialiser le secteur de l'industrie pharmaceutique par l'expropriation, dire que ce sont des services d'utilité publique absolument fondamentaux et donc fondamentaux et vitaux au sens strict. Ils ont un effet immédiat sur la vie ou la mort de millions ou de dizaines de millions de personnes et donc ils doivent être socialisés, c'est-à-dire dans l'expression politique ancienne, on aurait dit nationalisation. Nous préférons socialisation parce que ça implique expropriation, mais ça implique contrôle citoyen, contrôle social. Donc, ça, on doit tirer la leçon de l'étatisation par la nationalisation sous la forme des années du XXe siècle, de la période du XXe siècle, et dire que l'expropriation doit aboutir à la socialisation, c'est-à-dire que le secteur pharmaceutique doit devenir un service public de santé et qu'on doit donc avoir à la fois au niveau de la production, de la recherche de médicaments et de traitements, un service public et évidemment dans la réalisation des soins de santé, c'est-à-dire les hôpitaux, on doit aussi transformer les hôpitaux privés en hôpitaux publics et donc on doit tirer les leçons en les améliorant de l'expérience par exemple britannique de l'après-Seconde Guerre mondiale et de la création du service national de santé en Grande-Bretagne. Et donc, toute la thématique, par exemple, qui était mise, même avant la pandémie, la problématique du Medicare aux États-Unis, l'Obamacare, la problématique de la lutte contre la privatisation et la dégradation du service de public de santé en Grande-Bretagne, tout ça, c'est des combats depuis 20 ou 30 ans, auxquels s'ajoutent maintenant les zoonoses, donc ces maladies du type coronavirus, tout cela montre qu'il y a une fragilité absolument terrible de nos sociétés et des pouvoirs publics par rapport à affronter ce type de défis sanitaires et qu'il faut donc, dans une situation exceptionnelle, prendre des mesures exceptionnelles qui implique l'expropriation du Big Pharma. Évidemment, ça, c'est une mesure anticapitaliste, claire et nette, d'affrontement avec un secteur extrêmement puissant dans les sociétés capitalistes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, il faut bien sûr aussi en profiter, je dirais, parce que la pandémie l'a montré, de pointer l'importance de tous les métiers liés au secteur de la santé, de tous les métiers liés et les activités, pas simplement les métiers, les activités liées à ce que les féministes ont apporté dans l'élaboration, dans l'analyse au cours des 20 dernières années avec le concept de reproduction sociale. Et donc, tous les métiers qu'on appelle les métiers du care, en partant de l'expression anglaise anglophone care, les métiers de la proximité, et donc de dire qu'il faut des services publics
liées à tout ce qui est la reproduction sociale, la reproduction de la vie, qui doivent être des services publics gratuits, avec des salaires revalorisés dans ces fonctions-là, et la prise en compte, évidemment, du travail non rémunéré des femmes et sa valorisation dans la société. Donc, on essaie de construire un manifeste qui serait un manifeste qui va au-delà de suspendre les brevets sur les vaccins. Parce qu'il y a bien sûr le vaccin qui est une réponse immédiate à une situation qui est provoquée par une évolution de marchandisation, privatisation et aussi destruction d'une série de rapports entre la société humaine, l'espèce humaine et la nature. Il y a donc une réponse immédiate, mais dans la réponse immédiate, il faut, puisqu'on doit mettre le pied dans la porte, il faut ouvrir toute grande la porte et proposer des mesures anticapitalistes qui puissent unir différents fronts de lutte et différents secteurs et toucher. Donc, notre objectif est, par exemple, d'essayer de convaincre la Marche mondiale des femmes, les attaques, la Via Campesina, Focus on the Global South, TNI, une série de réseaux, d'appuyer un tel manifeste et quelque part de reconstruire une base programmatique d'une initiative mondiale, altermondialiste, si vous voulez, alterglobaliste, pour essayer de reprendre, contribuer modestement à ce qu'on avait essayé et réussi à faire au début des années 2000. Voilà. Il me semble que Cinzia a envie de poser une question, mais je t'invite à être très concise, car le temps presse. Ma question est très simple et directe. Et c'est plutôt adressé à Eric et Joseph. Sur la question de la pandémie, il y a plusieurs crises qui se sont ouvertes, les crises économiques, sanitaires, environnementales. Je suis peut-être peu informé parce que je commence à en avoir marre d'entendre parler de Covid, pandémie, etc. Mais de toute cette affaire, on est frappé par le silence assourdissant de toute une possible gauche en Europe, politique et syndicale. Je dis en une seconde. Durant ces jours, on voit dans notre pays, en Italie, que les protestations justifiées sur toute une série d'aspects, de secteurs comme le commerce, etc., sont instrumentalisées par la droite extrême et par la droite de Meloni, de Salvini, une droite xénophobe, alors que tandis qu'à gauche, dans la gauche institutionnelle qui de fait n'existe plus, on fait preuve d'une prudence qui frôle la couardise, tandis que la droite pousse à descendre dans la rue pour protester. L'extrême gauche, elle, s'est bien gardée d'intervenir.
et d'intervenir notamment sur le fait que les lieux, les clusters majeurs, c'était les lieux de travail. De l'extrême gauche n'a rien fait là-dessus. Sur les travailleurs des supermarchés et tout ça. Ces secteurs qui sont beaucoup plus exposés à la contamination, à la contagion, sont délaissés. Et c'est important que, au niveau international, la reprise d'activité et de protagonisme de certains secteurs, c'est très bien. Mais il me semble, pour ce que j'en sais, hein, je suis peut-être mal informé, mais il me semble qu'il n'y ait pas un écho dans les pays individuels de ces appels internationaux, un écho dans l'activité sociale dans les pays. Et sur cette piste qui n'est pas seulement sanitaire, liée à la pandémie de Covid. En Italie, les gens ne se préoccupent pas du fait de savoir si on ouvrait plus d'hôpitaux, il y aurait moins de morts. On n'en parle pas. Les syndicats se taisent là-dessus. Et il n'y a personne qui essaye de faire réfléchir l'opinion publique, en tout cas en Italie, dans cette situation. De ce que je peux voir en Europe, la situation n'est pas plus encourageante. Il n'y a pas des propositions, même au niveau des syndicats. Les syndicats, même les syndicats en dehors du syndicalisme officiel dirigé par l'extrême gauche, sont tous d'accord sur maintenir la nécessité sont d'accord sur l'intervention étatique dans la direction expliquée par Joseph et Eric tout à l'heure. Mais la question que je pose, les appels internationaux comme celui que tu as décrit, Eric, quels échos peuvent-ils avoir sur la population au niveau des pays? Je laisse Eric répondre. Je crois qu'effectivement, il y a un énorme problème de capacité d'initiative des forces de gauche traditionnelles et radicales aussi. Il y a quand même des mouvements. En Belgique, par exemple, on a un mouvement qui combine les travailleurs syndiqués du secteur de la santé et les non syndiqués. Ça s'appelle la santé en lutte. Et il y a eu une grande manifestation à Bruxelles en septembre avec quelque chose comme 12 000 personnes. Il y a eu des mobilisations avec des confrontations avec la police des secteurs jeunes contre la manière dont la police utilise ou applique les mesures de distanciation sociale par des méthodes brutales. On l'a vu de manière massive en Grèce. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est la première fois depuis 2015 qu'il y a des mobilisations massives dans les villes en Grèce. Ça vient de se passer depuis 2 mois contre le type de politique répressive appliquée par le gouvernement de Mitsotakis. Je parle de manifestations qui, au total, ont rassemblé plus de 100 000 personnes, des manifestations de 10 000, 15 000 personnes. Si on additionne, ça fait plusieurs centaines de milliers de personnes dans des quartiers d'Athènes, à Thessalonique, dans toute une série de villes grecques. Et on avait connu ça seulement contre l'extrême droite l'année passée, quand il s'est agi de faire condamner Obdoré comme organisation criminelle. Il y a donc dans quelques pays, beaucoup trop peu
des mouvements et je vais arrêter la liste pour l'Europe. Mais je suis bien d'accord avec toi, Cynthia, que c'est totalement insuffisant. Et c'est clair aussi que le manifeste auquel on travaille, c'est une réponse, on va dire, très modeste, parce que ça ne remplace pas la nécessité d'un cadre organisationnel capable de convoquer des mobilisations. Et nous avons eu au niveau européen un tel cadre, c'était le Forum social européen qui a commencé son existence en novembre 2002 à Florence et qui a réussi à convoquer le formidable mouvement anti-guerre de février 2003. Et ce mouvement Forum social européen s'est épuisé à partir de 2006, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le dernier forum réalisé en 2006 avec un certain succès qui était à Athènes en mai 2006. Il y a eu Malmö, puis il y a eu Istanbul et on s'est allé en déclin permanent. Je suppose que vous, comme moi, on l'a analysé, y compris, on a cité Prodi tout à l'heure, ça a été lié à l'expérience et à l'intégration du Forum social italien dans le soutien au gouvernement Prodi et au début du déclin du Forum social européen qu'on a connu aussi au niveau mondial. Et malgré de puissants mouvements spontanés comme les indignés en 2011, comme l'occupation des places publiques en Grèce en juin-juillet 2011, et comme d'autres puissants mouvements, ces nouveaux mouvements de masse spontanés se sont faits, même s'il y a eu des connexions, dans des cadres nationaux et n'ont pas abouti à la construction de nouveaux cadres organisationnels du type Forum social européen. Et donc nous sommes dans une sorte de désert organisationnel. Il n'y a aucune structure internationale capable de convoquer à des véritables mobilisations. Et donc, c'est angoissant pour nous, y compris à notre âge, de se dire, est-ce qu'on va être capable de contribuer à reconstruire un cadre organisationnel commun? Je ne parle pas des organisations révolutionnaires, des courants politiques comme la 4e internationale qui existe, mais qui n'a pas une capacité de convoquer et d'organiser de grands mouvements. Et donc, des organisations comme la 4e internationale ou d'autres mouvements doivent être capables de participer avec tout ce qui existe comme force de gauche radicale, que ce soit des mouvements sociaux, des organisations syndicales, des partis politiques. Il faut ensemble être capable de se réunir et d'essayer de reconstruire un cadre politique ou en tout cas, pas un cadre qui va définir tout le programme, mais un minimum de capacité, de convocation, d'action. Et ça, moi, j'essaie d'y contribuer. Je suppose que vous aussi, et que c'est pour ça que vous avez pris cette initiative d'un débat et je participe à d'autres débats. Mais on sait très bien que nous partons d'une position de faiblesse terrible. Mais il faut en même temps l'enthousiasme de la volonté pour essayer de reconstruire un cadre commun. On sait que ce ne sera pas facile, mais moi, comme vous, j'essaie d'y contribuer. Voilà, il est midi et on a un peu dépassé les limites fixées. Donc je remercie Eric et Joseph pour leurs interventions, pour leur disponibilité. Je remercie le traducteur qui, grazie, qui a fait... Et Cinzia propose de m'ériger un monument en carton pour le travail de traduction que j'ai fait. Je la remercie. Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions pour se retrouver et pour ces échanges d'idées et aussi d'informations, parce qu'on en a besoin pour créer intérêt, pour créer l'intérêt.
parce que les références d'il y a quelques années ont leur importance pour l'actualité. Je vous remercie et à une prochaine. Importante anche sulle dinamiche politiche attuali. Ringrazio e alla prossima.